qu'on va dédier intelligence artificielle, vision par ordinateur et chirurgie. Et puis, alors moi, je vais commencer par parler un petit peu des choses un peu basiques. Et puis, Andrew Gumps, qui est donc professeur qui est responsable de la filière de cancérologie digestive sur le GHT Yvelines, qui travaille aussi en Géorgie et en Allemagne, et qui est éditeur en chef de la revue Artificial Intelligence Surgery. Il pourra en parler un peu plus longuement. C'est une revue qui est vraiment dédiée à l'IA et à la chirurgie. Et puis avec nous, Maximilien Burk, qui travaille chez Verily. Verily, c'est un peu la branche santé d'Alphabet, donc de Google, et qui ont donc des thématiques de recherche vraiment IA et médecine en général, avec une branche aussi dédiée IA et chirurgie. Maximilien a un parcours au départ en France, il a fait Polytechnique, et puis il s'est formé au MIT avec une thèse vraiment algorithme et dons d'organes, et puis il travaille maintenant chez Verily sur l'IA et la maladie de Parkinson. On verra qu'il y a des travaux très intéressants pour le suivi des patients en Parkinson, et puis il nous donnera un petit mot sur les thématiques de recherche de Verily. Donc moi, je vais commencer par un petit peu des généralités sur l'IA et le machine learning. Voilà, on est tous là en photo, avec la bonne photo de Maximilien, cette fois-ci sur l'affiche. Donc, IA et chirurgie, c'est extrêmement général. Je vais essayer de reprendre quelques définitions pour savoir de quoi on parle vraiment. Juste mes conflits d'intérêts, je dirige aussi la société Sorgar, qui est dédiée à la création de software pour la réalité augmentée en chirurgie. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est vraiment extrêmement large. C'est les théories, les techniques, les systèmes informatiques qui sont capables de réaliser des tâches qui requièrent habituellement l'intelligence humaine. Donc, vous voyez que dans la définition, c'est extrêmement large déjà. Mais il y a deux choses absolument essentielles pour moi sur l'IA. Il y a avec quoi elle va fonctionner, c'est-à-dire à la fois les données. On va parler aussi de qualité de la donnée, de taille de la donnée, et puis la méthode de traitement de la donnée, ce sont les algorithmes. Alors, les données en chirurgie, elles sont extrêmement variables. On va se concentrer plus sur ce qui est spécifique à la chirurgie. Il y a les données cliniques, les données radiologiques, et puis les données chirurgicales, qui sont notamment les vidéos chirurgicales, et ce qu'on va pouvoir en retirer comme renseignement. Et puis, il y a les données biologiques, elles peuvent être génétiques, elles peuvent être sur le suivi de marqueurs, mais toutes les données qu'on peut utiliser en IA et chirurgie, elles sont là. Et puis, il y a les algorithmes. Alors, pour les algorithmes, il y a quelques bases, juste ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire que, je prends un exemple extrêmement simple. Vous avez des données où il y a des tailles de pigeons, et puis vous avez leur poids. Si vous les reportez sur une courbe, vous allez pouvoir avoir une pente de la courbe, et puis qui va être A, et puis petit b, qui est l'ordonnée à l'origine de l'abscisse. Donc ça, c'est une fonction mathématique. Donc ça, c'est les données que j'ai. Et puis, si je veux faire une phase de prédiction avec cette donnée et cette fonction mathématique, par exemple, pour une taille de 40,9 cm, quel va être le poids du pigeon? Je vais reporter sur ma courbe et je vais avoir une prédiction. Donc ça, c'est une fonction mathématique. En machine learning, comment ça marche? En fait, la machine, elle a toutes les données, mais elle n'a pas la pente de la courbe et le facteur B. Donc, vous enlevez ces renseignements-là, et comment la machine, elle va pouvoir trouver cette équation? En fait, elle va essayer de faire tourner les petits boutons de petit b et petit a pour essayer de trouver la bonne pente et pouvoir inclure l'ensemble des données de taille et de poids. Et après, là, c'est de l'apprentissage. Dans une deuxième phase, elle va pouvoir prédire quel va être le poids en fonction de la taille du pigeon. Ça, c'est très simple. Ça marche pour un algorithme de Facebook, entre guillemets, qui a posté l'algorithme, comment vous allez réagir, quand, réaction. Donc ça, c'est des données extrêmement basiques. Je schématise largement. Dans le cancer, on peut imaginer que vous avez un grade, un stade, vous allez pouvoir déterminer le lieu de prise en charge, est-ce que je fais un IRM ou pas. Donc extrêmement basique. Par contre, pour des données beaucoup plus complexes, par exemple l'analyse d'une vidéo chirurgicale, l'analyse d'une image radiologique,
là, vous ne pouvez pas avoir juste une fonction mathématique extrêmement simple. Et à partir de l'image chirurgicale, est-ce que c'est de la carcinose, est-ce que c'est de l'endométriose, le stade, l'extension, vous n'allez pas pouvoir le déterminer avec une fonction mathématique simple. Donc, il vous faut un algorithme beaucoup plus complexe pour pouvoir inclure un nombre d'entrées quasiment infini ou fini, mais en tout cas extrêmement important, et avoir une sortie, c'est-à-dire une décision, par exemple, est-ce que c'est de la carcinose. Et c'est là que le réseau de neurones artificiels va pouvoir aider à la création de cet algorithme. Alors, c'est quoi un neurone artificiel? C'est en fait une fonction mathématique. On en revient un petit peu à ce qu'on disait au départ sur une fonction simple, et puis on va ajouter des couches, vous allez voir, de neurones artificiels. Alors, on regarde un neurone biologique. On sait comment ça marche. Vous avez des capteurs dans le neurone, donc des entrées X, et puis vous allez avoir, en fonction de ces stimulations, une conduction du signal en fonction d'un seuil notamment. Donc ça, c'est un neurone biologique. Un neurone artificiel, ça fonctionne en fait un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que vous incluez des données d'entrée, vous avez des facteurs que la machine va pouvoir faire varier, comme je l'expliquais sur une fonction simple, P1, P2, P3, et puis vous allez ajouter un seuil, en fait, qui va vous permettre de déclencher la réponse et de déclencher ce qu'on va appeler l'output, donc la bonne réponse. Donc, schématiquement, c'est comme ça que ça va marcher le réseau de neurones, c'est-à-dire que vous prenez le neurone artificiel, et puis après, vous allez l'ajouter en couche, ces neurones artificiels, et là, vous allez pouvoir avoir un réseau de neurones et donc un algorithme beaucoup plus complexe. Donc, une somme de fonctions mathématiques qui va être apprise par la machine en fonction des données qu'on lui a données et des données de sortie. Alors, il y a la phase d'apprentissage, c'est-à-dire là où je donne des entrées à la machine et je lui donne le résultat final. Et là, il va essayer de faire varier tous les petits boutons pour essayer de donner la bonne réponse. Ça, c'est la phase d'apprentissage. Et la phase de prédiction, comme on l'a vu dans la fonction extrêmement simple, elle vient ensuite avec des données qu'il n'a jamais vues pour pouvoir donner, encore une fois, la bonne réponse. Donc, c'est assez, j'essaye de schématiser très simplement, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, si on regarde les données pour lesquelles on utilise de l'IA, Maximilien pourra nous en dire plus, Andrew aussi, mais juste des grandes données. Par exemple, ce qui marche assez bien, c'est dans le cancer, la reconnaissance des mélanomes. Ça, on a déjà des données où l'algorithme va avoir la même efficacité que l'expert en dermatologie. Donc ça marche assez bien, mais c'est de données extrêmement fixes. Ça marche assez bien aussi sur des données d'entrée, notamment des analyses de mammographie ou de radio de thorax ou de fracture, mais ça concerne moins la cancérologie, bien évidemment, où là, on a des algorithmes qui marchent assez bien. Néanmoins, il faut bien relativiser sur ce qu'on va pouvoir faire avec ces algorithmes. Je vous donne un exemple qui est un peu provocateur, mais vraiment, c'est pour vous donner aussi les limites de l'IA. Ça, c'est un travail publié par un universitaire dans l'Iowa, qui est Edward Wasserman, qui étudiait le pigeon et sa réponse au diagnostic, notamment histologique, dans les cancers du sein. C'est-à-dire qu'il a donné au pigeon des images histologiques où il y a du cancer et des images où il n'y a pas de cancer. Et en fait, le pigeon reçoit une récompense en termes de nourriture s'il a la bonne réponse. Oui, c'est un cancer et ça correspond à la bonne image histologique. Et on s'aperçoit qu'en essayant d'apprendre comme ça au pigeon, on arrive à un taux de réponse qui est quasiment celui du pathologiste. C'est-à-dire que le pigeon, après plusieurs jours d'entraînement, fait aussi bien que le pathologiste. C'est juste pour relativiser la puissance de l'IA. C'est-à-dire qu'avec finalement un réseau de neurones qui paraît très simple comme celui du pigeon, c'est des neurones biologiques bien évidemment, eh ben, on arrive à une réponse qui, somme toute, est assez satisfaisante. Alors, c'est un petit peu moins vrai pour la classification des calcifications, par exemple, dans la mammographie, où là, le pigeon, il est capable de bien reconnaître les images qu'il a déjà vues, mais difficilement sur les images qu'il n'a pas encore vues. Donc, la phase de prédiction n'est pas bonne, mais elle est assez bonne en histologie. Donc, c'est juste pour relativiser la puissance des algorithmes auxquels on a accès actuellement. On pourra débattre de ce qui arrive dans le futur et de ce qu'on va pouvoir avoir dans le futur. Alors, quand on regarde un peu la littérature, intelligence artificielle, chirurgie et cancer, il y a énormément d'articles
Et comme vous le voyez sur la courbe de publication, ça a énormément explosé en 2021 notamment. Ce n'est pas pour ça qu'il y a une efficacité qui a explosé. On sait que sur les algorithmes, notamment de décision dans la prise en charge des cancers, dans les algorithmes de prédiction des complications post-opératoires, la durée de vie d'un algorithme est à peu près de 4 mois, parce qu'il englobe en fait un nombre de connaissances qui est majeur et qui évolue en fonction des guidelines qui sont publiées, des nouvelles données de la littérature. Donc, on a eu beaucoup d'espoir en termes de prise de décision, mais en fait, sur ces algorithmes, c'est extrêmement difficile d'avoir une stabilité et c'est pour ça que la reproductibilité et la validation externe de ces algorithmes est extrêmement difficile à prouver. Alors nous, on s'est intéressé à des choses qui peuvent paraître plus basiques, mais qui sont aussi plus stables en termes de données pour avoir des durées de vie d'algorithmes beaucoup plus longues. Donc en chirurgie, on utilise par exemple les réseaux de neurones pour faire de l'apprentissage profond, du deep learning ou de l'apprentissage automatique. Le deep learning est une partie du machine learning et le machine learning est une partie de l'intelligence artificielle. Et on verra que la vision par ordinateur est aussi une partie de l'intelligence artificielle. Alors nous, en chirurgie, dans notre laboratoire, on a commencé par essayer à apprendre vraiment les bases, c'est-à-dire apprendre à l'ordinateur c'est quoi l'organe que l'ordinateur voit. C'est comment reconnaître un organe. Ça veut dire qu'en pratique, pour apprendre à l'ordinateur, on est obligé à chaque image, d'expliquer à l'ordinateur exactement ce qu'il voit. Mais pas seulement l'organe, les liaisons avec les ligaments qu'il voit, les liaisons avec les organes adjacents. Donc vraiment, apprendre à l'ordinateur les bases, l'alphabet, et pouvoir ensuite espérer pouvoir converser avec lui. Alors, je vous donne un petit exemple, c'est pour l'utérus, donc c'est un petit peu moins la cancérologie, mais c'est assez flagrant. Vous voyez, l'algorithme, on lui a demandé de reconnaître l'utérus avec 400 images. Vous voyez que c'est extrêmement peu précis sur la détection de l'utérus. On a très mal les contours, c'est très peu précis. Si par contre, on lui apprend avec 4000 images, encore une fois, on a segmenté l'image, on a essayé de lui apprendre. Et là, on a des choses beaucoup plus précises. Deux applications en IA, c'est les applications, juste pour donner encore une fois des exemples, la chirurgie guidée par l'IA pure et puis la réalité augmentée qui va intégrer en fait l'IA et la vision par ordinateur. Alors, par exemple, encore une fois, j'essaye de démontrer par exemple la détection du saignement. C'est-à-dire que vous prenez 100 000 images avec du saignement et vous allez demander à des chirurgiens apprentis de différents niveaux de taguer l'image et de montrer exactement, avec un logiciel dédié, qu'il nous segmente le saignement en différenciant le saignement actif du saignement qui ne bouge pas. Et après, on crée un algorithme de détection du saignement. Vous allez voir là, en rose, apparaître la détection du saignement dès son origine. Donc, l'objectif, c'est d'aller plus vite que le cerveau du chirurgien pour être capable, comme votre Tesla est capable de détecter l'obstacle sur une autoroute avant même que votre cerveau de chauffeur puisse le détecter. C'est pareil pour la puissance de ce que l'on peut apporter en chirurgie guidée par l'intelligence artificielle. En cancérologie, on a exactement le même type de projet, c'est-à-dire qu'on va prendre des images avec de la carcinose et on va demander à des chirurgiens de segmenter et de montrer chaque petite lésion de carcinose pour apprendre à l'algorithme à reconnaître la carcinose. Donc, vous voyez là une image non segmentée et une image segmentée. Donc, vous voyez l'importance de l'information qu'il faut apporter à l'ordinateur pour qu'il soit capable de détecter automatiquement le cancer. Exactement l'apprentissage d'un étudiant en médecine qui est totalement novice sur la vue qu'il a en péropératoire. Je vous donne 2-3 exemples, là, de la carcinose plus large, et là, exactement ce qu'on va demander au chirurgien de segmenter. Vous voyez qu'on a différentes couleurs en fonction de la localisation anatomique, en fonction de l'organe. Donc, on est obligé de reprendre à zéro la connaissance. Un autre exemple, là où on va lui donner exactement la taille des lésions pour qu'il puisse apprendre et guider le chirurgien dans la détection et la classification de la carcinose pour donner, par exemple, un score de façon automatique ou semi-automatique, un score de carcinose.
La réalité augmentée, ça mixe aussi l'ensemble de ces nouvelles technologies d'IA et de vision par ordinateur. La réalité augmentée, vous prenez en chirurgie l'IRM, le scanner, vous en faites un modèle 3D et vous allez le fusionner en temps réel sur l'organe que vous allez opérer. Là, c'est un utérus, mais vous allez voir des exemples sur le foie ou le rein. Donc, il faut d'abord créer un modèle 3D à partir de l'imagerie, scanner, IRM, peu importe, et faire ce modèle 3D. Alors, au début, on le faisait de façon très manuelle, donc c'était extrêmement coûteux en temps. Et puis maintenant, on ajoute de l'intelligence artificielle qui a vraiment un intérêt dans l'analyse d'images pour segmenter automatiquement l'image, l'IRM ou le scanner. Donc ça, vous voyez un exemple de base d'apprentissage, c'est-à-dire on demande à des radiologues d'apprendre à l'ordinateur, de montrer exactement lui les zones qu'il analyse, pour pouvoir après faire des algorithmes qui en quelques secondes ou en quelques minutes vont créer un modèle 3D grâce au machine learning qui permet de visualiser l'organe, la tumeur à l'intérieur et faire ce modèle 3D. Alors, il y a beaucoup déjà de fabricants sur le marché qui proposent cette segmentation automatique ou semi-automatique, comme Visible Patient, comme Fujifilm. Donc, ça permet vraiment de créer ce modèle 3D avec de l'intelligence artificielle et donner au chirurgien vraiment de quoi visualiser en 3D et de préparer sa chirurgie. Et non seulement de préparer sa chirurgie, mais si on passe à l'étape d'après, qui est la réalité augmentée, d'utiliser ce modèle 3D en temps réel au bon endroit. Et ça, c'est ce qu'on appelle le recalage. Le recalage, c'est mettre ce modèle 3D, dont on a vu la fabrication qui intègre de l'IA, au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire que là, vous voyez que l'information, qui aurait pu être le vase à une tumeur, à gauche, elle n'est pas au bon endroit. À droite, elle est au bon endroit. Donc, je vais recaler en fait l'image parce que sinon, je peux juste afficher l'image à côté du chirurgien, ce qu'on voit là par le professeur Bernard en néphrectomie partielle, mais il est obligé de faire le lien entre les deux informations. Donc, ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est afficher la bonne information au bon endroit. Donc, ça, on va utiliser une branche de l'IA qui est la vision par ordinateur et on va essayer de reconnaître l'image. Alors, je vous ai mis un exemple extrêmement… tout le monde reconnaît ce visage. Pourquoi? Parce qu'il y a la texture, les cheveux, le drapeau américain aussi derrière. Donc, on associe tout ça aux États-Unis. Donc, on va reconnaître ce visage. Et bien, nous, on fait exactement pareil, en fait, avec un organe. On va utiliser tous les points que le chirurgien utilise pour reconnaître l'organe et traquer l'organe, être capable de savoir où il est exactement et pouvoir ainsi afficher la réalité augmentée. Et puis, on couple ça au machine learning qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la reconnaissance automatique. Donc, les deux technologies, ces deux branches de l'IA, vont pouvoir aider à afficher la réalité augmentée au bon endroit. À gauche, c'est l'utérus. À droite, c'est le rein pour la néphrectomie partielle. Donc, ce qui met en bleu, c'est la détection automatique de l'organe en lui-même. Ça, c'est ce qu'on voit en réalité augmenté au niveau de l'utérus. Vous voyez la tumeur à l'intérieur de l'organe. Mais vous voyez là, pour le foie, même chose. L'idée est d'afficher la tumeur, donc d'aider le chirurgien dans son geste oncologique de résection de tumeurs du foie, donc d'hépatectomie partielle. Même chose pour le rein, là, en chirurgie robotique. Vous voyez que la tumeur s'affiche au bon moment, au bon endroit, encore une fois, parce qu'on va mixer les deux technologies, à la fois vision par ordinateur et machine learning, et encore une fois, c'est deux branches de l'IA. Alors, on ajoute des fonctionnalités par IA, et ça, c'est vraiment ce qui va faire progresser aussi le chirurgien en standardisant un petit peu ses gestes. Je vais aller assez vite sur ces données-là. On a, par exemple, comparé de façon randomisée avec et sans IA en mettant au chirurgien les marges de résection autour de la tumeur. C'est-à-dire, on calcule mathématiquement si on veut avoir le plus de chances d'enlever la tumeur en respectant les marges, la projection de ces marges de résection sur la surface de l'organe. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'on est 20 fois meilleur quand on met là en réalité augmentée, quand on aide le chirurgien en réalité augmentée. Alors, on l'utilise, on commence à le tester en clinique, par exemple, sur le foie. Eh bien, on va mettre… Le chirurgien va pouvoir pointer exactement l'endroit où il veut faire son incision initiale et on va lui mettre la projection de la tumeur pour savoir exactement où il doit commencer son incision pour respecter les marges autour de la tumeur dont il veut réaliser la résection. Donc, on voit que la chirurgie guidée par l'image, on en est vraiment au début. Ça va intégrer toute une sorte de technologie, que ce soit la vision par ordinateur, le machine learning, le deep learning,
tout ce qu'on va pouvoir intégrer dans le cerveau digital, en fait, du bloc opératoire et pouvoir faire progresser comme ça la qualité de la chirurgie, aider le chirurgien. Et vraiment, on voit que c'est la même évolution que dans le véhicule autonome. Et clairement, l'exposé d'Andrew vous en parlera aussi, c'est comment aller de cette aide au chirurgien à une partie d'automatisation du geste. Donc, essayer quelque part aussi de diminuer le caractère très subjectif du geste chirurgical pour le rendre extrêmement objectif sur des données acquises en IA, mais aussi de façon mathématique. Donc, l'objectif de toutes ces technologies d'IA, quelles qu'elles soient encore, c'est vraiment créer un cerveau digital au bloc opératoire et créer un chirurgien augmenté. Andrew parlera peut-être un peu plus de remplacer en partie le chirurgien, mais pour l'instant, on en est déjà à l'augmenter, c'est-à-dire exactement comme votre véhicule en partie autonome va pouvoir vous aider dans votre conduite de tous les jours. Et après, on va passer à la conduite autonome. Mais là, c'est la prochaine étape et c'est ce dont va parler Andrew. Voilà pour ma partie. Alors, je ne sais pas s'il y avait déjà quelques questions dans le chat. S'il n'y a pas de questions, ben, Andrew, on va pouvoir passer à ton exposé, si tu veux bien. Oui. Andrew, tu as 20 minutes sans problème. OK, je commence maintenant. Bonsoir tout le monde. Je viens de New York, des États-Unis. J'ai déménagé en France il y a 3 ans, donc désolé pour mon accent. Mais je vais parler de l'intelligence artificielle chirurgicale. Quelle est la meilleure voie à suivre pour des actions plus autonomes? Je travaille à Poissy, à Saint-Germain-en-Laye en France, mais j'ai mes titres académiques dans l'université de Magdeburg en Allemagne et aussi Grigol Robakidze Université dans la République de Géorgie. OK. Je vais discuter notre nouveau journal, Artificial Intelligence Surgery, le premier journal dédié exclusivement à l'intelligence artificielle de chirurgie. Je vais discuter la différence entre l'intelligence artificielle faible et forte. Je vais discuter les 6 niveaux d'autonomie et enfin donner des exemples des actions autonomes actuelles dans la chirurgie et la médecine. Voilà le journal, le site Internet, c'était lancé en février 2021. La première publication était en décembre 2021 et il y a une parution trimestrielle. Donc, la prochaine édition va sortir dans quelques semaines. Voilà, le site Internet, c'est là, c'est Open Access, donc c'est gratuit pour publier dans le journal et tout l'accès est gratuit aussi. Voilà le premier editorial que j'ai écrit. Et cet editorial il y a tous les concepts que j'ai ici dans ma présentation. Et le but de ce premier article, c'était d'expliquer qu'il y a une différence entre l'intelligence artificielle en chirurgie et l'intelligence artificielle chirurgicale. Parce que la chirurgie, c'est un art dynamique, il y a du mouvement, donc il y a du mouvement dans la chirurgie et le concept d'autonomie, ça arrive surtout au bloc opératoire, quand le chirurgien est en train d'opérer. Et quand je dis chirurgie, je veux aussi ajouter le gastroentérologue, l'endoscopie ou les radiologues interventionnels. Donc, toutes les choses interventionnelles. Donc, quand j'utilise le mot chirurgie, ce n'est pas seulement la chirurgie traditionnelle, mais tous les autres départements interventionnels. OK. L'intelligence artificielle chirurgicale signifie qu'il y a des actions autonomes. Okay? Maintenant, la chirurgie robotique actuelle, il y a seulement de télémanipulation, qui en réalité, c'est un très bas niveau d'autonomie.
parce que ce n'est pas intelligent. Il y a un chirurgien derrière qui bouge, qui fait le geste. Mais comme j'ai dit, la IA chirurgicale implique des actions autonomes. Donc, on va discuter, comprendre mieux le concept d'autonomie. Intelligence IA faible, c'est quand il y a seulement quelques actions automatiques. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas un sensor, il n'y a pas une prise de décision autonome comme dans l'IA forte. OK? Ça, c'est la différence, mais ça va être plus clair dans quelques diapos. Ici, il y a une hype cycle de l'intelligence artificielle. J'ai traduit hype cycle en français, un cycle de popularité. Ça, c'est utilisé surtout dans les affaires, quand il y a une nouvelle technologie pour comprendre un peu l'évolution. Par exemple, la première phase, le premier moment quand quelqu'un a mis un ordinateur en écran entre un chirurgien et le patient, c'était avec la chirurgie minimum invasive. Après, avec la chirurgie robotique, avec le Da Vinci, ça, c'était plus clair qu'il y avait un ordinateur entre le patient et le chirurgien. Et il y avait un pic d'attente gonflé. Et en réalité, de voir des actions autonomes était beaucoup plus difficile que nous avons pensé il y a 20 ans. Mais à le même moment, le scientifique, ils ont développé machine learning, deep learning et aussi computer vision que nous avons vu avec Nicolas. Mais en réalité, à le même moment, à la croissance de la IA, il y avait dans le monde de chirurgie un creux de la désillusion, le trou de désillusion. Mais je vais vous montrer dans ma présentation qu'en réalité, nous avons beaucoup d'IA déjà dans la chirurgie. Il y a aussi beaucoup d'exemples d'actions autonomes. En réalité, nous sommes plus près à la pente d'illumination, slope of enlightenment, et aussi peut-être plus près à la plateau de productivité que nous pensons. Et voilà, Nicolas a montré plus ou moins la même chose, mais ça, c'est l'IA avec la chirurgie robotique. Et vous pouvez voir que le courbure est plus ou moins la même avec le dernier diapo de Hype Cycle. OK, on va discuter les 6 niveaux d'autonomie. Niveau 0, c'est facile, il n'y a aucune autonomie. Niveau 1, c'est la télémanipulation d'un robot, comme avec Da Vinci. Niveau 2 correspond à des actions limitées autonomes. Niveau 3 correspond à une autonomie conditionnelle où les chirurgiens sélectionnent parmi plusieurs actions autonomes que le robot peut effectuer. Il y a des exemples de ça déjà. Niveau 4, les actions autonomes comprennent la prise de décision chirurgicale automatisée sur le contrôle d'un chirurgien. Dans la médecine, il y a des exemples de ça aussi, on va voir. Et aussi, niveau 5, l'IA forte, qui indique une autonomie totale où aucun contrôle humain n'est nécessaire. Et en réalité, vous allez voir, à mon avis, il y a un exemple de ça aussi déjà dans la médecine. Donc, il faut aussi penser à les 4 classes de dispositifs médicaux en fonction du risque. Parce qu'il y a un peu un problème dans la mentalité, je pense maintenant. Parce que le dispositif de classe 1 présente un risque minimal pour le patient en restant en contact limité avec le patient et comprennent des instruments chirurgicaux, qui est un peu étrange, que le niveau 1 ou classe 1 sont des instruments chirurgicaux. L'appareil de classe 2 comprend des éléments tels que le scanner, le sonde à ultrasons et les lentilles de contact. La classe 3, c'est l'hémodialyse et les implants, comme les prothèses. Et classe 4, comprend les défibrillateurs implantables et le stimulateur cardiaque. On se demande si une 5e classe devrait être désignée pour tous les dispositifs autonomes. C'est seulement pour dire qu'il y a seulement 4 classes et peut-être il faut une 5e. OK. Exemple d'algorithmes d'apprentissage automatique, machine learning, utilisés dans les actions chirurgicales autonomes. La chose plus importante pour avoir des actions autonomes, c'est l'apprentissage supervisé, supervised learning, aussi une forme de deep learning ou apprentissage profond. Il y a unsupervised learning,
en français, apprentissage non supervisé. Et dans ça, il y a computer vision. Mais la chose la plus importante, et nous n'avons pas le temps pour discuter le mathématique, tout ça, c'est l'apprentissage itératif que tu peux avoir par expérience. Reinforcement learning. Okay. Donc, j'ai discuté tout ça dans cet article que j'ai publié dans un autre journal qui s'appelle Sensors. Si vous voulez savoir plus sur ce sujet, vous pouvez regarder cet article. Donc, la bonne nouvelle est que nous sommes déjà des chirurgiens qui utilisons l'intelligence artificielle. OK? Donc, normalement, ça, c'est une présentation pour des chirurgiens, mais j'espère que vous pouvez en profiter de cette présentation. Donc, on va discuter des exemples de niveau 2 d'autonomie. Ici, il y a le système chirurgical robotique complet de Da Vinci, mais le robot n'est pas un exemple de niveau 2, c'est en réalité le mouvement de table intégré. Donc, j'ai une vidéo qu'on va regarder ensemble. Voilà. OK. Donc, il y a une boîte Trumpf qui a créé une table qui est intégrée avec le Da Vinci. Donc, quand vous changez l'angle de patient, de table, le bras du robot change automatiquement. Donc, ça est arrivé seulement avec la 3e version du robot. Avant, c'était nécessaire d'enlever le robot, changer la table, remettre le robot, et c'était très embêtant et le chirurgien en perdait beaucoup de temps. Donc, avec cette innovation, la chirurgie est plus rapide, le chirurgien peut voir plus facilement, et c'est vraiment un bon exemple d'autonomie qui était très utile, mais que nous n'avons pas aperçu. Donc, on va voir un autre exemple. Voilà, une agrafeuse, automated handheld instrument. On va discuter d'une agrafeuse intelligente chez... Quoi? J'attendais quelque chose. Non? OK. Problème de micro, pas de problème. Ça va? OK. Ici, c'est un powered stapler, une agrafe électronique. Il y a deux autres marques, mais celui-là, c'est le seul avec un sensor. Quand le tissu est trop épaissi ou pas assez épaissi, le graphe ne marche pas parce que c'est intelligent. Et donc, il y a ça depuis plus de 10 ans. C'est un exemple d'un robot que vous pouvez tenir dans les mains. Mais c'est un exemple d'un instrument intelligent. Et à mon avis, ça, c'est un exemple de niveau 2 d'autonomie. Donc, ça, c'est plus autonome que le Da Vinci. Et il y a depuis plus de 10 ans. Donc, ça, c'est un autre exemple. Donc, on va regarder s'il y a un exemple de niveau 3. OK? Et voilà. Tous les chirurgiens, comme Nicolas et moi, nous savons qu'est-ce que c'est le ligature. C'était inventé il y a plus de 20 ans. Et désolé pour la traduction, mais c'est un vessel sealing device. En français, je pense que c'est un scellement des vasos. Peut-être Nicolas peut m'aider pour dire un vessel sealing device en français. Ah, je n'entends rien. Je remets le micro. Pardon, c'est coagulation semi-automatique des vaisseaux, quoi. Oui, donc ça se fait avec un algorithme très avancé. Vous activez la ligature et la machine te dit quand vous êtes prêt à couper, pas le chirurgien. Donc, il y a plusieurs options. Vous pouvez le faire avec l'option rapide ou lente. Donc, ça, c'est un exemple plus avancé. Il y a plusieurs options. Et c'est la machine qui décide quand vous êtes prêt à couper, pas nous. Donc, ça, c'est un autre exemple d'autonomie qu'il y a depuis plus de 20 ans. OK, niveau 4, CyberKnife. Ça existe depuis 1994. C'est un robot qui donne radiothérapie.
il y a de marqueurs que le robot peut regarder. Et avec le mouvement du thorax, le bras du robot change. Avec cet robot, vous pouvez donner un traitement dans 3 jours. Et avec ça, ce n'est pas nécessaire un traitement de 5 semaines, 5 fois par semaine. Donc, ça, c'est une chose vraiment avancée qu'il y a depuis 25 ans. Et vous pouvez aussi voir ici que c'est très sécure parce qu'il y a un collimator que vous allez voir, je ne sais pas le mot exactement en français, mais qui bouge automatiquement pour donner exactement la bonne radiothérapie. Ça, c'est beaucoup plus vite qu'un humain. Un humain n'arrive pas à faire le changement aussi rapidement. Et donc, c'est un exemple très impressionnant à mon avis, parce que la radiothérapie est très efficace. Ça s'appelle CyberKnife Surgery parce que c'est inventé par un neurochirurgien. Et cet robot a remplacé le neurochirurgien. Donc, ça, c'est une forme de chirurgie avec radiothérapie qui existe depuis des années. Et c'est, à mon avis, un exemple impressionnant de l'autonomie que nous avons déjà. Donc, autre exemple. Ablation cardiaque. Alors, pour faire ça, un cardiologue entre dans le veine, il amène un cathéter. Au bout du cathéter, il y a un petit robot qui peut détecter quand il faut faire une ablation. Et le robot fait tout seul toutes les ablations dans le cœur. Donc, ça, c'est un exemple hyper impressionnant qui existe déjà depuis des années. Mais on va arriver à ça. Voilà, il y a une image de ça. OK. On va discuter le 5e niveau. C'est un défibrillateur implantable. C'est là, c'est une machine qui fait le diagnostic et la thérapie et elle peut sauver la vie d'une personne toute seule. Donc, nous avons déjà le niveau 5. OK. On va passer un petit peu à Computer Vision. Nicolas a déjà parlé magnifiquement sur le sujet, mais je veux parler d'une chose qui existe déjà, que tu peux acheter sur ton iPhone. Ça, c'est Jarvis. Signifie en anglais « Just another rather very intelligent system » choisi par Tony Stark dans le BD Marvel. Je viens des États-Unis, donc je ne pouvais pas résister. Pour dénommer son IA, Jarvis était le nom de l'ancien majordome de la famille Stark et Jarvis est devenu Vision, que peut-être vous connaissez dans le film Marvel. Donc, qu'est-ce que c'est Jarvis? Jarvis, c'est une application que tu peux acheter sur ton iPhone pour $50. Voilà. Alors, peut-être tu as un chirurgien qui est jeune la nuit, il est en train de faire une cholécystectomie sur cilioscopie, il est un peu perdu, il ne veut pas téléphoner son chef, il peut demander à l'infirmière de prendre son iPhone, regarder avec la vidéo sur l'écran de la cilioscopie. Et cette application va dire quand tous les éléments nécessaires pour la chirurgie sont bons pour couper. Donc, toutes les lignes rouges doivent changer en vert quand tous les éléments sont desséqués bien. Et quand tout est vert, vous pouvez comprendre que c'est le bon moment pour couper. Donc, il existe déjà quelque chose sur votre iPhone. À mon avis, c'est assez impressionnant. OK. OK. Donc, ça, c'est un hype cycle plus approfondi qui est dans l'article de Sensors. Ici, il y a tous les exemples d'autonomie qui existent déjà. Ici, il y a le prototype. Nicolas a déjà parlé un peu d'aspiration autonome, mais il y a aussi des anastomoses autonomes faits dans un cochon il y a une boîte à Boston qui fait ça. Et dans le monde théorique, il y a, comme Nicolas a dit, situation awareness. Et en réalité, il a montré qu'il y a déjà des prototypes et aussi pour face recognition.
je veux discuter à la fin de le concept de le robot. Il existe 3 concepts différents de chirurgie robotique et pas seulement un. Alors, pour faciliter cette discussion, je vais utiliser un exemple de Star Trek et Star Wars, pour montrer les 2 premières options, la différence. Alors, l'Empire du Mal, ça c'est un peu le robot Da Vinci, le robot le plus connu. Et ça, il y a normalement un patient avec un robot et il n'y a personne, il n'y a pas un chirurgien près du patient. Donc voilà, ça c'est un autre exemple. Mais dans Star Trek, il y a toujours des chirurgiens à côté du patient. Le chirurgien robotique au chevet du patient. Donc, ça existe aussi ici en France. Voilà, ici, professeur Brice Gaillet, mon ancien maître, il a inventé un robot qui s'appelle Maestro, avec 4 bras qui permettent le chirurgien d'être attaché à la patient. Ici, il y a seulement 2 bras, mais vous pouvez imaginer 2 autres bras qui peuvent tenir les instruments chirurgicaux qu'il est en train d'utiliser pour maintenir la position, pour donner un peu de viscosité. Et ça, c'est quelque chose qui existe déjà. J'ai déjà utilisé ce robot et c'est génial. Ça, c'est un robot inventé par un chirurgien et c'est différent que le Da Vinci. Donc, voilà. Et ça, c'est un exemple d'un co-robot, un collaborative robot. C'est un autre concept qui existe déjà dans l'industrie. C'est très utilisé. Aïe, aïe, aïe. Ah, attends. Donc, une troisième option, c'est un chirurgien au chevet du patient et instruments chirurgicaux robotiques portatifs. Ça, c'est un autre exemple de Star Trek. Voici un article sur le sujet, Keeping Surgeons in the Loop. J'ai fait une comparaison avec chirurgie du foie avec de dispositifs manuels. Et j'ai fait une comparaison avec le Da Vinci. Et j'ai montré qu'en réalité, vous pouvez faire plus de chirurgie minimovasive quand vous utilisez la technique de robotique manuelle. Vous pouvez voir ça. Voici un peu des exemples d'instruments chirurgicaux robotiques portatifs. Il y a ça, il y a un porte-oscilloscope à commande robotisée. J'ai déjà parlé de la graffeuse portative électronique. Et voilà, je suis presque à la fin. Il faut que le futur robot soit conçu par des chirurgiens. La Da Vinci a été initialement conçu par des militaires américains pour permettre la chirurgie à distance par voie ouverte. Cette technologie a été détournée de son objet initial pour s'adapter à la chirurgie minimo-invasive. Et c'est très différent que le robot de Brice Gaillet, par exemple. Donc, quel sera l'avenir? Le chirurgien qui opère en position assise depuis la console ergonomique, il y aura sûrement un console surgeon, un autre concept. Ce n'est pas seulement un robotic surgeon, mais c'est un console surgeon comme avec Versus, Da Vinci et Hugo de Medtronic. Il y aura un non-console surgeon ou un chirurgien au chevet, un chirurgien robotique au chevet du patient. Et la troisième option, une chirurgie robotique portative. Et à la fin, je pense qu'un mélange est probable, car le système robotique complet comme Da Vinci est excellent dans le bassin, car il n'y a pas d'endroit confortable pour que le chirurgien se proche de cette zone comme il y en a dans le reste de l'abdomen. Donc, je pense que le concept de la chirurgie robotique et l'autonomie est beaucoup complexe que presque tous les chirurgiens comprennent. Pour cette raison, en réalité, nous avons créé cette journal parce que je veux, il faut qu'il y ait plus de chirurgiens qui comprennent le concept de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup et désolé pour mon accent. Merci Andrew, ton accent, ton français est quand même très très bon, aucun doute là-dessus. Moi j'ai deux, trois petites questions. Tu vois ça à quel horizon vraiment une partie où on pourra donner au robot à la fois le pouvoir de décision et le pouvoir de traitement. C'est-à-dire que
la voiture autonome, on voit que finalement, on nous a promis la Lune et qu'on n'y est pas encore. Comment, à quel horizon on voit ça et qu'est-ce qu'il va nous falloir pour y arriver, quoi? Oui, ça c'est, je ne sais pas l'expression en français, mais en anglais, that's the $1 million question, non? On dit pareil. BMW et Ford et aussi Mercedes, ils sont très intéressés de discuter avec nous, les chirurgiens, parce qu'il y a des problèmes éthiques très importants, non? Et c'est pas clair. Par exemple, BMW, ils ont inventé maintenant une voiture qui peut comprendre qu'un patient est en train d'avoir une crise cardiaque parce qu'il peut regarder l'électrocardiogramme. Et la voiture autonome peut prendre contrôle de la voiture et sauver le patient. Et il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes dans l'autonomie. À mon avis, je pense que c'est beaucoup mieux de voir le chirurgien en contact avec le patient. Il faut que nous avons des chirurgiens qui peuvent faire la chirurgie sous cilioscopie, par voie ouverte. Si tout devient autonome, on va perdre la possibilité de faire la chirurgie et c'est terrorisant. Donc, c'est hyper important chez nous de comprendre qu'est-ce que c'est l'avenir de l'autonomie. Nous, et peut-être le militaire avec les armes nucléaires, il y a aussi le problème d'autonomie dans ce domaine-là. Donc, je pense que ça, c'est un problème universel et nous sommes presque les meilleurs à trouver la bonne solution, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est la bonne solution aux réponses. Oui, là, on voit que les radiologues ont eu presque peur ou peuvent avoir peur des fois de l'IA. Et en fait, c'est juste que ça leur permet d'être plus performants, d'aller plus vite et d'être meilleurs, quoi. C'est ce qui j'espère qui va nous arriver en chirurgie, quoi. Oui, moi aussi. Mais justement, une dernière chose, je suis en train de faire un master's en intelligence artificielle et dans quelques mois, je vais faire un doctorat. Et je souhaiterais qu'il y a plus de chirurgiens qui sont intéressés par l'intelligence artificielle parce qu'à mon avis, c'est fondamental pour l'avenir de la chirurgie. De Vinci maintenant, chaque fois que tu fais une chirurgie, ils sont en train d'enregistrer toutes les données, tous les mouvements. Donc, il y a plusieurs équipes qui sont en train de comprendre, d'inventer la chirurgie complètement autonome. Donc, il faut que nous soyons au courant et j'ai un peu peur de l'avenir si nous ne contrôlons pas les choses qui sont en train d'arriver dans ce domaine. Absolument essentiel. Il y a une question de Yann Philippe qui pose: quel est le frein principal au développement de ces technologies? Est-ce qu'il est éthique, technique, réglementaire ou autre? Je pense que le problème, aux États-Unis, l'argent parle. Donc, si l'industrie veut qu'il y ait plus d'autonomie, ça va changer les choses. Donc, je ne pense pas que le problème sera éthique. Je ne pense même pas que le problème est technologique. Je pense que oui, il faut une réglementation, mais faite par les chirurgiens et pas par les politiciens. Parce qu'il y a déjà des documents que j'ai vus dans l'Europe ils ont essayé de réglementer le développement de l'autonomie. Mais je pense que les chirurgiens, nous devons décider tout ce genre de choses et pas les politiciens. Oui, c'est sûr qu'à la fois côté FDA et côté marquage CE, il y a toute une réflexion sur la création et la qualité des algorithmes où il faut qu'on soit impliqué en tant que praticien, quel que soit chirurgien ou autre. Sinon, on n'aura pas la main et c'est quand même là où on a un rôle à jouer sur la transmission du savoir à la machine, mais aussi aux générations futures, quoi. Oui, exactement. Merci Andrew. On va laisser la parole à Maximilien Burck. Alors Maximilien, il a un parcours qui est je l'ai déjà dit au début, il a fait Polytechnique en France et puis après il a fait une thèse
au MIT avec une orientation qui est très sur des algorithmes dédiés aux données d'organes et il travaille maintenant chez Verily. Encore une fois, Verily est une branche d'Alphabet, donc de Google, et qui travaille sur l'IA et la santé en général. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que toutes ces technologies-là, on ne peut pas y avoir accès sans des partenariats publics-privés. Il y a un enjeu réglementaire majeur et seule une entreprise privée va pouvoir passer ces barrières-là. Donc, clairement, il faut que chacun ait son épingle à tirer du jeu et pouvoir avancer ensemble. Mais Andrew l'a très bien dit, hein, sur ne pas se faire imposer aussi par les industriels, nous, en tant que chirurgiens, des façons de voir qui ne seront pas forcément dans un objectif uniquement clinique, quoi. Et ce qu'on peut dire, c'est que là, on a vu vraiment au niveau péropératoire comment on va pouvoir augmenter en fait la donnée. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, Maximilien, plein de choses, la machine dépasse l'information que peut acquérir l'œil et le cerveau humain. C'est-à-dire qu'on a énormément maintenant de choses avec même une caméra classique, sans être hyperspectrale, un panel de renseignements qu'on n'est pas capable d'intégrer en tant que chirurgien et qu'on est capable maintenant, qu'une machine est capable de lire. Donc, il y a cette première étape de la donnée, de l'augmentation de la donnée, de la clarification de la donnée, du tri de la donnée. Il y a son interprétation, c'est-à-dire augmenter la stabilité de l'interprétation de la donnée, être sûr qu'on se réfère, mais comme l'application que montrait Andrew, sûr qu'on se réfère à la bonne donnée sur l'ensemble de l'analyse de l'écran en tant que chirurgien, ce qui n'est pas du tout naturel d'être capable d'analyser l'ensemble de l'écran. Il y a la prise de décision après, l'objectivité de la prise de décision, et puis il y a l'amélioration du geste en lui-même. Et puis après, il y a la boucle qu'on voit en IA, c'est-à-dire être capable j'ai fait ça et j'apprends de ça, je regarde les suites et je suis capable d'enrichir la qualité de mon algorithme dans ce que fait DaVinci en connectant massivement la donnée des chirurgiens quand ils opèrent. Je ne sais pas ce que tu en penses, Andrew, mais tu es mute. J'étais en train de dire seulement que je suis inquiété. Je suis un peu choqué à le pouvoir de l'industrie et aussi à l'intelligence artificielle. Donc, on va voir l'avenir, mais je suis très content qu'il y a toujours plus et plus d'intérêt sur le sujet dans le domaine de chirurgie et médecine. Donc, je ne pense pas que c'est trop tard. Donc, on va voir l'évolution, on va créer des chirurgiens, des médecins qui sont des experts en intelligence artificielle. Et en réalité, je suis hyper aussi optimiste et positif pour l'avenir. C'est un bon moment, à mon avis, d'être un chirurgien avec toute l'aide qui est en train d'arriver en bloc. C'est magnifique. Donc, c'est comme une révolution dans le sens positif, j'espère. Oui, et puis dans l'enseignement et l'apprentissage, on a quand même énormément de choses qui vont arriver. Et puis, tous les travaux de Maxime, c'est intégrer des données dont on n'avait même pas conscience de l'existence, quoi. Oui. Comment tu vois ça sur des dispositifs, Maximilien, en suivi post-chirurgical, par exemple? Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre, et notamment sur des données qu'on ne collecte pas forcément de façon routinière. Il y a beaucoup à étudier, notamment au travers de ces partenariats avec les académiques, avec les chirurgiens eux-mêmes, pour pouvoir poser les bonnes questions. C'est-à-dire que nous, on réfléchit beaucoup aux outils. Est-ce qu'on peut mesurer l'activité physique? Est-ce qu'on peut mesurer l'activité cardiaque? Est-ce qu'on peut mesurer la façon dont les personnes dorment? Et ensuite, c'est vraiment une question de poser les bonnes questions en fonction de la chirurgie, en fonction de la condition du patient. Quels sont les éléments qu'on cherche à mesurer et quelles seraient un petit peu la valeur qu'on pourrait apporter si jamais on arrivait à les mesurer de façon précise et de façon, disons, assez relativement abordable à travers justement ces différents outils.
pour pouvoir améliorer potentiellement la prise en charge chirurgicale, j'imagine. C'est toute la question de la valeur des données. Je ne sais pas si, Andrew, tu peux répondre à la question de Nicolas Dubos. Oui, non, mais écoute, la même chose a arrivé aux États-Unis quand le gouvernement a commencé à enregistrer tout le WhatsApp, le Skype, tous les emails de tout le monde. Donc, c'est une bonne question, mais le gouvernement, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, il faut que nous sommes au courant et il faut que nous disons les gens que nous faisons de publicité pour régler tout ce genre de choses qui sont en train d'arriver par l'industrie. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais les boîtes, ils sont comme ça. Ils ont beaucoup de pouvoir et le boost, tout le data qui est créé. C'est choquant. Oui, en tout cas, ça pose la question de la répartition. Tout ce qu'au niveau expertise française, on va rester très français, mais comment valoriser cette expertise française en chirurgie qui n'est pas négligeable sans que ce soit forcément tout de suite transféré sur une IA qui va être américaine, par exemple. C'est une question qu'on se pose parce que ça fait partie d'une partie de notre patrimoine, en fait. Qui est collectif à des écoles de chirurgie qui ont été mises en place et tout ça. Après, on peut dire qu'il faut absolument partager une partie du savoir, mais après, si on le partage de façon scientifique dans des publications versus création d'un algorithme à but commercial, c'est extrêmement différent. Exactement. Mais il faut que chacun puisse y trouver le bon positionnement. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que des médecins ont refusé l'innovation, ils se sont retrouvés à scier la branche sur laquelle ils étaient assis. Je veux dire, l'évolution des traitements par voie intravasculaire versus les chirurgiens vasculaires, pour ne citer que, mais si on ne participe pas à l'innovation, on va se faire doubler par l'innovation, de toute façon. Exactement, je suis complètement à 100% d'accord. Et c'est pour ça que travailler avec Verily ou Shurgard chez nous ou des choses comme ça, il faut que chacun trouve la bonne articulation pour qu'il y ait un bénéfice en termes de patients à la fin. Mais après, pour répondre à Nicolas Dubos sur le partage des données, toutes les chirurgies qui sont faites par robot ne sont pas forcément enregistrées. C'est-à-dire qu'il y a une partie où il y a des partenariats d'acquisition de la donnée. Oui, mais aux États-Unis, Intuitive est en train d'enregistrer bien sûr. tout. Bien sûr. Mais je ne sais pas en France. J'espère qu'il y a des lois, mais peut-être les chirurgiens ne sont même pas au courant. Je ne sais pas. Là, sur les données chirurgicales d'un métier, elles ne sont pas toutes enregistrées. Il faut des partenariats. Ça, c'est sûr. En France. Oh. Alors, Ah oui, ok. Parce que je pense que le Da Vinci est connecté avec le headquarters, avec Californie. Comme ça, s'il y a un problème, il faut comprendre. Mais à le même temps, toute cette information est en train d'arriver. Est-ce qu'ils sont en train d'enregistrer ou non? Ça, c'est un mystère. Ils enregistrent une partie des données, en tout cas toutes les défaillances qui leur permettent de faire le suivi. C'est ça qui fait une partie de leur force, c'est-à-dire qu'ils sont capables de réagir quasiment immédiatement sur des problèmes techniques quasiment en temps réel, quoi. Donc, effectivement, la connexion pose le problème du partage de la donnée. Parce que là, c'est sûr que si nos patients découvrent que toutes les informations sont envoyées au headquarter d'Intuitive quand on opère au robot, ça va difficilement passer au niveau européen, ça c'est sûr. J'espère. Très bien. Bon, merci à tous. 19h13, on est parfaitement à l'heure. Merci Andrew, merci Maximilien pour un peu l'organisation, un peu dernier moment, mais qui était, je pense, un échange sympa et enrichissant pour tout le monde. Et le but d'avoir effectivement des gens avec un double parcours et puis des gens qui sont à la fois dans l'industrie et dans la clinique, c'est quand même toujours sympathique pour essayer justement, l'idée c'est quand même d'être acteur de ces innovations et de ne pas les voir passer, de se dire
mince, je n'en suis pas ou je n'en participe pas alors que j'ai des choses à apporter. Je pense que c'est absolument essentiel pour notre avenir de chirurgien, oncologue notamment. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à Merci vous, beaucoup. merci à tous. Bonne soirée. Et Sophie. Oui, merci Au revoir. beaucoup à Merci, tous les trois. Donc, ça va être enregistré. Je vous envoie le lien demain, sauf la partie donc, de Maximilien. Merci. Bonne Voilà. soirée. Bonne soirée à revoir. tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.